Je suis repassé consultant pendant quelques années. Avant que je quitte mon précédent poste de DSI, on me disait de toute façon l'avenir du DSI ce sera un chef d'orchestre. Bon, il se contentera, je dirais, de voir comment faire parler les différentes solutions, choisir les meilleurs outils, etc. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'on ait atteint tout à fait ce rôle de chef d'orchestre. On a quelqu'un qui doit participer à l'orchestre, en tout cas qui doit permettre aux différents groupes de parler entre eux. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'on est plus là-dessus. Bonjour, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'Ersas, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire et concise des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Vous avez du mal à prioriser? Ersas va vous aider à vous focaliser sur l'urgent et l'important. Le besoin en reporting vous prend énormément de temps? Ersas génère votre rapport flash décisionnel en un clic. Il y a un historique fort entre les métiers et la DSI. Ersas va vous aider à collaborer de manière efficace. En 2022, en partenariat avec Aliancy, le média de la transformation numérique, nous avons décidé de lancer une saison pour interviewer des DSI sur un sujet critique, la révolution numérique dans l'industrie. Nous avons tenté d'aborder en profondeur les problématiques allant du best of breed versus ERP monolithique, à la transition culturelle entre une PME et une taille industrielle, en passant par les enjeux de la supply chain. Sur ce, je vous laisse à la découverte de nouvelles façons de faire. Bon, mais bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Serge Moret, CIO du groupe CMR. Bonjour Serge. Bonjour Bertrand. Donc on est dans la saison du podcast de l'industrie et la révolution numérique dans l'industrie. Et du coup, déjà, qu'est-ce que fait le groupe CMR qu'on puisse tous avoir à partir du bon pied? Alors le groupe CMR ou CMR Group, c'est tout d'abord une petite grande entreprise, une grande petite entreprise comme j'aime l'appeler, et on verra l'importance que ça a dans un contexte d'agilité et puis des choix stratégiques. C'est une société qui est assez ancienne, fondée à la fin des années 50 sur Marseille, société française, qui a englobé pas mal d'activités au travers de plusieurs filiales dans le monde. Euh, Tout d'abord, c'était réparation d'instruments de mesure, maintien d'appareils sur des gros moteurs pour la marine. Et puis ça s'est beaucoup diversifié, beaucoup de croissance, plusieurs marques sur plusieurs continents, et puis spécialisation dans les domaines de l'énergie, et puis de l'instrumentation connectique, câblage, solutions de command and control, donc d'efficacité, d'efficience, je dirais, dans le domaine de l'énergie. Et puis pour des acteurs assez variés qui vont du nucléaire, de certains domaines de la défense, jusqu'à des plus grosses productions pour des producteurs de moteurs qui servent pour des backups de data center, par exemple. Voilà pour vous donner un petit panel. Plus récemment, on s'est aussi diversifié, par exemple, sur le domaine du ferroviaire, avec l'acquisition d'une société qui développe des systèmes de câblage spécifiquement pour ça. On a des très gros clients comme EDF, Total Energy, Naval Group, Caterpillar, etc. Et des beaucoup plus petits, beaucoup plus confidentiels, et comme je vous disais, un petit peu sur tous les continents. Donc voilà, difficile de résumer en quelques mots parce que c'est une activité qui est très variée. C'est aussi des cultures, c'est aussi des pays différents, et puis du coup des contextes, des enjeux aussi qui sont pour lesquels on fait le grand écart en fait. Ok. Et pour être sûr de comprendre la taille du groupe, c'est combien de salariés aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on approche les 1000 personnes. Ok, donc petite grande entreprise de 1000 personnes, ça commence à faire. Voilà, donc je pense qu'on est d'accord sur le terme petite grande entreprise, grande petite entreprise. Très diversifié du coup dans les typologies de produits et de services que vous apportez, c'est ça? Voilà, et puis avec des domaines comme de la production, manufacture de produits, par exemple en Tunisie, on a à peu près 500 personnes qui vont travailler sur des gammes de produits régulières, et puis des systèmes au projet où on va être sur quelques projets par an dans une activité bien spécifique. Et puis aujourd'hui, par exemple, on fait de la recherche et du développement. On investit à peu près 1 million d'euros par an pour rester pionnier dans l'innovation. Donc vous voyez des domaines qui peuvent être très très différents. Et donc du coup, en tant que DSI, ça doit être super sympa d'avoir du custom sur tout le temps, partout. Alors voilà, effectivement, on s'ennuie pas. Moi, je suis rentré dans le groupe CMR il y a peu de temps, il y a moins de 6 mois. Donc voilà, j'ai pris un petit peu la mesure des projets. Je dis bien des projets, des sujets, des enjeux, des besoins.
Ils sont très nombreux, donc c'est pour ça que je parlais de petites grandes entreprises et d'agilité, et ça fait peut-être écho à certains des besoins de vos auditeurs, c'est-à-dire que voilà, on n'est pas dans une grande production industrielle. Alors, non pas qu'il n'y ait pas d'innovation dans une grande production industrielle, mais je dirais que le sens, les axes, les projets, je dirais, sont peut-être un petit peu plus faciles à collecter parce que tout est focus sur l'activité principale ici, etc. Là, on a un très fort besoin d'agilité parce que voilà, on va pas avoir de besoin à un moment donné, et puis d'un seul coup, ça va arriver pour un projet. Et puis sans compter que j'ai aussi des clients internes, c'est-à-dire que j'ai pas les clients externes de l'entreprise, mais je dirais clients internes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir apporter des solutions au métier et puis aux clients de nos métiers, et puis des fois des besoins que nous poussent ces clients qui vont nous amener à nous remettre en cause sur la manière de produire, sur des notions de sécurité qu'il va falloir amener, sur voilà. Donc c'est un petit peu ce que je mettrais dans cette agilité. Ok. Et du coup, aujourd'hui, sur la thématique qui nous importe aujourd'hui, c'est vraiment cette questionnement de la façon dont on va créer la stack technique ou la faire évoluer pour permettre une agilité comme ça. Et donc, on en avait parlé un petit peu. Il y a une vraie questionnement aujourd'hui sur le design en fait de l'architecture IT pour être en continu agile par rapport à des besoins qui évoluent constamment et surtout dans une phase de croissance comme on voulait être. C'est quoi? Comment vous résumerez la question de cette de ERP, pas ERP et de Lego, pas de Lego? Alors aujourd'hui déjà on part, enfin l'existant, voilà, j'en ai pris connaissance, donc ça c'est assez simple. On part comme beaucoup d'entreprises, souvent, surtout quand la construction du SI ne s'est pas faite, je dirais trop dans le temps, elle est plutôt récente pour être honnête. Chez CMR, ben, on a un ERP monolithique aujourd'hui qui gère la production, qui gère toute la partie finance, qui gère une partie de la partie planification, qui répond déjà à un grand nombre de nos besoins, mais pas tous pour autant. Donc après, déjà, c'est un constat pragmatique, c'est-à-dire qu'on a beau avoir un ERP monolithique, il ne répond pas à 100% de nos besoins, donc j'ai déjà des outils qui s'interfacent avec des entrées, des sorties, je dirais des besoins de faire parler les outils entre eux, à la fois, comment dire, en interne, et puis certaines solutions qui sont déjà dans le cloud, en software as a service. Donc je suis déjà de fait dans un environnement hybride. Donc la question est du coup est déjà un petit peu ouverte, si vous voulez, savoir est-ce que c'est un ERP monolithique, est-ce que c'est du best of breed, est-ce qu'on garde un cœur ERP ou pas. J'ai déjà quelques indications. Et comme je vous disais, comme c'est une entreprise qui s'est construite avec des activités qui des fois ont été prises plus en charge par certains pays, certaines entités à l'intérieur du groupe, eh ben, on sait qu'elles sont déjà parfaitement adaptées. Donc, on va peut-être pas remettre en cause ça. Ce qui veut dire que dans la réflexion qu'on a, c'est de se dire est-ce que notre ERP actuellement est le meilleur outil pour la production. Bon, on a déjà quelques pistes là-dessus parce que ça nous a permis de développer des activités, pardon, on en voit le succès. Les gens se sont appropriés l'outil. À l'inverse, il y a certaines activités dans l'ERP où on sent moins d'appropriation, donc on sent qu'intuitivement bah, peut-être qu'une autre solution sera à regarder. Donc, vous voyez, on sait déjà dans cette démarche on va être amené à questionner les utilisateurs, analyser les besoins des métiers, faire un field gap analysis par rapport à ça. Et on est aussi à un moment charnière, et c'est ce qui nous aide dans la réflexion, c'est que, comme beaucoup d'entreprises, quand on a un ERP, bah, on le fait relativement peu bouger, c'est assez gros, c'est assez lourd. Et ben là, on arrive à un moment où on se doit d'y réfléchir parce qu'il y a une certaine obsolescence qui commence à apparaître. Donc, vous voyez, on est toujours dans cette avancée opportuniste. Puisqu'on doit faire évoluer l'ERP, bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe à la version la plus récente ou est-ce qu'on garde la version actuelle bah, en tenant compte des risques et puis des limites de l'exercice parce qu'on n'aura peut-être pas de nouvelles fonctionnalités, même s'il n'y a pas de risque de fonctionnement de l'ERP en lui-même. Et puis on estime que c'est la bonne question. Est-ce qu'on fait donc une première version? C'est ça. Est-ce que on envisage de changer de RP? Pourquoi pas? Je dirais le sujet est ouvert. Et qu'est-ce que ça impacte? Ou est-ce que on part dans ce fameux modèle, et je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir cette réflexion-là, le best of breed. Pourquoi? Bah parce qu'on a déjà des échos d'utilisateurs, on est dans une société où il y a du sang neuf qui arrive, il y a des gens qui arrivent de l'extérieur qui nous disent, bah voilà, par exemple, sur tel et tel métier, par exemple un petit peu plus, par exemple dans notre cas, mais pas simplement sur la finance, bah moi j'ai travaillé avec ça, c'était plus adapté, et puis bah on confronte les avis.
Et on dit, mais ce serait quoi? Qu'est-ce que ça représenterait que de prendre cette brique, une brique extérieure par exemple pour ce métier-là, et venir la faire parler avec un ERP core, donc du coup un modèle best of breed en gardant un cœur ERP qui nous convient, et puis en choisissant les meilleurs outils pour les meilleurs usages. Et en plus, comme je disais, on a des activités très diverses, donc il est très difficile de toute façon, quel que soit l'outil, quel que soit le ERP, de trouver ce fameux mouton à 5 pattes qui va à la fois répondre à de la production manufacturière et aussi des projets très spécifiques avec quelques unités. Mais du coup, et si je vois assez bien. Donc déjà, de fait, il y a un constat de dire que même s'il y a un ERP monolithique, il y a déjà de l'hybridation parce qu'il y a déjà des solutions spécifiques qui sont faites, soit qui sont amenées parce que le ERP n'avait pas les fonctionnalités et le métier en avait vraiment besoin et ils ont fait une interface, soit parce qu'à l'étranger, pour X raisons dans la construction du SI, ils ont eu des besoins que pour l'instant vous ne pouviez pas fournir, qu'ils ont pris les solutions, ils les ont fait monter et du coup elles sont là, ça fonctionne bien et donc du coup pourquoi casser ça? Donc il y a déjà une hybridation. La question c'est de savoir est-ce qu'on y va à fond, est-ce qu'on y va plus et est-ce que la façon de concevoir l'architecture du coup prend en compte de base ça ou pas? C'est ça? Oui, c'est ça. Je dirais que comme on est plutôt pragmatique, on se dit de toute façon remettre en cause cette hybridation ou essayer de tout centraliser dans l'outil reviendrait à conduire à un changement. Donc est-ce qu'il faut le conduire dans ce changement et puis avec le risque de voir une certaine réticence de quelques utilisateurs, ou alors est-ce qu'on conduit à un changement dans l'autre sens en se disant bah on globalise cette question de est-ce qu'on a vraiment dans toutes les briques de l'ERP les meilleurs outils pour voilà les meilleurs usages. Donc voilà, on est vraiment à ce moment charnière pour se poser ces questions-là. En plus, on parlait d'hybridation, vous voyez, on a c'est pareil, on est aujourd'hui sur une solution en interne, on a de plus en plus de, je dirais de solutions hébergées, qu'on parle évidemment plutôt dans le cloud public, non pas qui apparaissent, mais qui sont déjà poussées par les métiers. Ça, c'est une des autres révolutions que vivent beaucoup de DSI, je pense. C'est que c'est pas forcément le DSI qui apporte des solutions, c'est pas forcément l'IT. Des fois, c'est les métiers, des fois, ils les apportent pas, elles sont déjà là. Ou des fois, c'est les partenaires, c'est les clients qui de toute façon vous imposent de vous connecter avec. Donc il y a aussi une agilité, une hybridation il y en a une qui est interne, comme on vient de dire, et puis il y en a une qui est externe, qui vient de l'écosystème au sein duquel on évolue. Moi je dirais qu'aujourd'hui c'est l'image qu'on avait du système d'information dans mon expérience précédente, puisque je viens de tout dernièrement de la cybersécurité, c'est qu'on n'est plus dans une logique château fort avec un système d'information, je dirais assez, on en revient, pareil, ERP monolithique, périmètre bien connu, avec ces fameux remparts autour du château fort. On est plutôt dans une logique ouverte, aéroport, avec à un moment donné des connexions, des jonctions, des données en transit, etc. Bah, soyons pragmatiques. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on s'adapte? Ok. Donc du coup, de fait, les métiers cherchent des solutions spécifiques SaaS. Ok. Il y a une hybridation de base. Bon, maintenant, une des raisons pour laquelle les gens le font pas forcément aujourd'hui, c'est parce que techniquement, c'est aussi plus complexe de gérer cette interconnexion de quasiment reverse TL sur on prend la donnée, on synchronise, qui a la donnée maître, etc. et qui demande du coup une expertise technique beaucoup plus forte puisque vous êtes vous-même l'intégrateur et c'est compliqué de déléguer ça puisque c'est le cœur du coup de votre SI. Et donc du coup, ça nécessite des coûts structurels de talent dans vos équipes dédiées, etc. Et donc du coup, est-ce que sur cette partie-là, dans la réflexion, vous arrivez à comprendre un peu le nombre de talents, le coût de ces talents-là qu'il faudrait pour faire marcher ces intégrations ou pas? Alors, vous avez raison. C'est à la fois potentiellement une complexité, pourquoi pas une difficulté, mais aussi une opportunité. J'aime bien voir les choses de cette manière-là. C'est-à-dire que de fait, on a déjà plusieurs solutions. Donc, on a déjà des questions d'interface qui se posent. On a, comme tout le monde, j'ai des gros besoins autour du reporting, donc de business intelligence. Donc, ce qui veut dire qu'on a déjà des flux d'intégration. Vous parliez d'ETL, donc c'est déjà une réalité. Donc, on a déjà besoin de ces compétences-là. La question, c'est est-ce qu'on les réserve pour ces flux d'intégration dans un data warehouse pour fournir les tableaux de bord de quoi conduire la société? On a déjà besoin de ça. Effectivement, là, on a peut-être besoin de faire appel à d'autres sources, d'autres flux, d'autres interfaces techniques, mais on en a déjà besoin. En même temps, qu'est-ce qui fait l'intérêt du métier pour un certain nombre de personnels d'IT? C'est pas toujours d'utiliser, d'optimiser, d'être particulièrement efficient avec les outils et se contenter de les intégrer.
Ça peut être aussi d'amener de la valeur ajoutée, c'est-à-dire que voilà, que ce soit être créatif dans le reporting. Ça peut être de développer, vous voyez, par exemple, ce matin, je faisais passer des entretiens pour intégrer des nouvelles personnes dans l'équipe IT. Ben voilà, j'ai quelqu'un dans un des candidats qui se projette dans les trois prochaines années sur le développement de ses compétences techniques. Et moi, ce qu'il me disait, c'est je dirais des flux de chargement, des développements d'interface. Moi, c'est un bon moyen de m'approprier des outils, des nouveaux formats, des nouvelles techniques, de faire du scripting, des choses comme ça. Donc, on peut le voir comme une difficulté, on peut le voir de manière plus pragmatique, puisque de toute façon, ça veut dire quoi? J'en ai un peu plus. Et puis, ça peut être un moyen de donner de l'attrait. On sait que les ressources IT aujourd'hui sont quand même assez volatiles. Hein, je dirais que je suis sûrement pas le seul DSI qui peut être confronté à ça dans des phases de recrutement. C'est le cas actuellement. Et d'ailleurs, j'en profite pour passer le message. Effectivement, on recrute. Ouais, bien sûr. Il y aura des enjeux d'intégration, il y aura des enjeux de flux de données de masse, de collecteurs. Il y aura de quoi jouer. Voilà, c'est ça, exactement. Donc voilà, c'est un petit peu notre manière de voir les choses. Ce serait très différent si on se positionnait il y a quelques années. Vous savez, j'ai eu un poste de DSI, je suis repassé consultant pendant quelques années. Avant que je quitte mon précédent poste de DSI, on me disait, de toute façon, l'avenir du DSI, ce sera un chef d'orchestre. Bon, il se contentera, je dirais, de voir comment faire parler différentes solutions, choisir les meilleurs outils, etc. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'on ait atteint tout à fait ce rôle de chef d'orchestre. On a quelqu'un qui doit participer à l'orchestre, en tout cas qui doit permettre aux différents groupes de parler entre eux. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'on est plus là-dessus. Ok. Donc du coup, c'est intéressant ce que tu à dire, que même si vous le vouliez pas, déjà de base, vous avez des personnes qui sont liées dans le cœur business de la DSI, c'est de faire cette intégration-là. Donc après, c'est ce qu'on y va à fond et où on vraiment gère ça de manière standardisée, globale. C'est une stratégie de pouvoir proposer cette brique de Lego là et de faire évolution. Donc ça, je comprends bien. Donc ça, c'est un premier point. Et le second aussi sur la partie on va dire rétention des talents hautes, c'est que c'est aussi un sujet technique intéressant. Ça peut apporter aussi une vraie valeur à l'équipe IT au niveau des collaborateurs. Ok, très clair. Est-ce que vous pensez aussi que il y a aujourd'hui, c'est aussi un peu le bon moment de se poser la question parce que les solutions métiers qui sont sur chaque verticaux de l'ERP sont aussi de plus en plus matures et que donc du coup peut-être qu'il y a 10 ans, c'était pas vrai, mais aujourd'hui, par exemple, un SAP a sur chaque module un concurrent ou des concurrents super intéressants. Et donc, du coup, on peut aller chercher cet assemblage de Lego là parce que les solutions ont mûri. Alors, je sais pas si on peut dire que les solutions ont mûri. J'aurais pas la prétention d'avoir, à titre personnel, suffisamment d'expérience transverse là-dessus. Mais je dirais plutôt qu'il y a déjà la diversité de l'offre. Vous parliez des SAP, on peut parler je dirais des acteurs majeurs des ERP. Déjà, il y a plus d'offres et surtout, il n'y a pas que les ERP. Et c'est là où du coup ça change la donne. C'est-à-dire que je vous prends un exemple de CRM ou CRM assimilé comme Monday.com. Alors c'est pas pour faire de la publicité, mais ce genre de produit, vous retrouvez à découvrir que vous avez des gens qui l'utilisent, alors que avant, quand il fallait intégrer une nouvelle solution, bah déjà c'était peut-être un module. Vous parliez de module de RP où on va avoir cette maturité-là. Bah maintenant, on a des startups, voire des scale-up, voire des produits qui ont mûri par eux-mêmes et de manière indépendante et qui font que, bah, au lieu d'avoir une solution toute intégrée, j'ai l'impression on va avoir des solutions spécialisées ou plus agiles, qui des fois proposent d'autres choses, mais qui du coup ont été construites peut-être sur une fonctionnalité spécifique qui va être très mature. Je pourrais prendre un autre exemple, hein, comme des outils comme Jira ou des solutions mode SaaS sur la gestion de projet qui ont terriblement mûri et qui vont amener plus de valeur ajoutée que de la planification ou de la gestion de projet à l'intérieur d'un ERP, bien souvent. En tout cas, je dirais qu'ils vont plus attirer les métiers, les opérationnels, à coup sûr. Vraiment plus sexy à s'approprier et surtout ils vont pouvoir le voir. Ils n'ont pas besoin de l'IT pour découvrir ces solutions-là, vous voyez. Ok, très clair. Et donc du coup, sur la décomposition des solutions qui vont être utilisées par les métiers sur X ou Y, vous, ça va être de cartographier quelles sont les données mettre à remonter et à synchroniser. Alors oui, ça en fait partie. Alors ça ne veut pas dire qu'on accepte n'importe quel type de solution, parce qu'il y a évidemment il y a d'autres contraintes. Imaginez que suivant les activités qu'on gère, bah, dans certains cas, peut-être que le cloud ne sera pas approprié, ou peut-être qu'il y aura certaines restrictions par rapport au RGPD, effectivement, ou des précautions à prendre, voilà, ou des mesures de sécurité particulières. Donc déjà, on se doit d'avoir évidemment un œil critique là-dessus.
Et ensuite, bien sûr, ça par contre, c'est indispensable. Et je dirais que c'était moi, je dirais, avec pas mal de recul sur l'IT par rapport à l'expérience, ce que j'ai surtout rapidement compris quand j'ai commencé à m'intéresser aux ERP, vous parliez des SAP, c'est un des premiers sur lesquels j'ai pu travailler, développer des interfaces à l'époque, c'était que une des plus grandes valeurs ajoutées, c'était d'être une base, d'être un référentiel. Vous voyez. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important à conserver. Donc là, on va avoir le cœur, je dirais, des données du système d'information bien souvent dans un ERP, et je dirais ou pas. Et là, ça va peut-être vous surprendre. C'est-à-dire qu'effectivement, ce référentiel, où on va pouvoir l'agréger, construire, le synchroniser à l'intérieur de l'ERP, ou bien, dans ce modèle best of breed, pourquoi pas, et ça, j'ai connu ça dans une expérience passée, pourquoi pas dire, bah, ma base de données centrale, mon référentiel, mes fournisseurs, mes données pour la compta analytique, etc., bah, peut-être que finalement, le centre de gravité, c'est pas l'ERP, c'est ce qui existe déjà par ailleurs. Et du coup, ce que je vais faire le travail inverse. C'est-à-dire que enfin, je vais venir charger mon ERP à partir de ce référentiel et je vais venir descendre dans ce référentiel mes données, qu'elles viennent d'un CRM, d'un système d'intégration, d'un système comptable et autres. Ok. Et donc, du coup, vous définissez, vous, dans votre data warehouse, qui a la donnée maître et où elle est synchronisée. C'est bien ça. Voilà, par exemple. Ça peut être un autre modèle. Donc, si vous voulez, voilà, je dirais que la réflexion dans ce modèle best of breed, pour moi, peut aller jusque-là. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir l'ERP en cœur, ou bien en tant que partie évidemment conséquente pour une ou plusieurs activités et un cœur déporté. Aujourd'hui, ce qu'on a pu voir émerger dans des thématiques de ETL et de reverse ETL, c'est que les ETL ont permis de prendre des connecteurs sources et les mettre dans des data warehouse et ça a beaucoup aidé sur la partie reporting. Et aujourd'hui, on est en train de voir des solutions qui sont ETL et reverse ETL où en gros, c'est de dire la donnée de, par exemple, mon CRM, elle vient dans ma data warehouse et elle va se synchroniser avec l'outil marketing de tel autre, de tel. Et donc, du coup, on arrive à avoir un outil central qui gère en fait les données maîtres et qui se synchronise avec et ça peut changer complètement parce que du coup là le RP serait une source et enfin tous les solutions ça sont des sources et des destinations potentielles et vous gérez l'orchestration de qui se synchronise avec quoi. Et puis il y a aussi un autre élément qui est important à prendre en considération. Je pense, à mon sens, c'était déjà une réflexion que j'avais avant, c'est que on parle d'agilité. L'agilité, c'est pas simplement les équipes IT, c'est l'entreprise. Je dirais la digitalisation du service et des entreprises, ça va se traduire par de l'agilité des deux. C'est-à-dire effectivement. Et si on raisonne ERP monolithique, et encore une fois, je suis pas là pour remettre en cause le modèle, mais juste pour avoir une approche pragmatique, il ne faudrait pas que ça devienne quelque chose qui sclérose l'entreprise. Par exemple, se dire, bah voilà, le jour où on veut développer telle nouvelle activité, il faudra acquérir tel module de l'ERP, et vis-à-vis du coup des difficultés d'intégration, on peut ou pas se le permettre. Et donc, on en viendrait, au lieu de s'aligner et puis de développer l'agilité de l'entreprise, on viendrait à la freiner, à la limiter, ce qui est pas le but non plus. Donc voilà, ça c'est un autre élément, parce que là on parlait de l'existant, de la réalité du terrain, mais il faut aussi anticiper l'avenir, effectivement. Ok. Et donc du coup sur la question de du positionnement entreprise qui est agile donc qui qui a des priorités qui changent, qui a des projets qui sont repriorisés en continu parce que le contexte change aussi interne, externe, etc. Et donc du coup ça veut dire que l'IT doit pouvoir s'adapter et pas être un frein dans cette adaptation-là. Et donc du coup ça veut dire que d'une manière ou d'une autre vous êtes en capacité de proposer, changer des briques beaucoup plus rapidement. Ce que vous vous dites, c'est que si on va dans un monde où l'entreprise change et il y a des priorisations qui changent beaucoup plus fortement, du coup, le côté monolithe peut être un frein à cette capacité d'adaptation. Oui, alors, je peux être un frein, mais encore une fois, hein, je veux pas remettre en cause le mode. C'est une, c'est une question, et c'est une question du coup, et je dirais ça va dépendre aussi de la composition de l'équipe. J'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Si on a déjà cette capacité à brancher les tuyaux, à faire, je dirais, des chargements des interfaces, peut-être que ce sera plus simple d'acquérir la solution la plus adaptée. On est encore dans le modèle best of breed et dire, bah, on a juste venir le brancher, on va juste le brancher sur notre référentiel ou venir capter ces données pour alimenter notre référentiel et faire parler les briques. Ou à la limite, si on a un ERP qui est lui-même très agile dans le cloud et qui présente la meilleure solution, peut-être qu'effectivement, ce sera d'implémenter cette solution ERP qui sera le plus agile. Mais je dirais tout dépend effectivement de la maturité de l'équipe, de sa composition. Par contre, clairement,
c'est une des questions, à mon sens, du modèle best of breed. Et là, on n'est pas dans le présent, mais effectivement dans l'agilité et puis anticiper les changements, quoi. Ok. Et aujourd'hui, par rapport à toutes ces questions-là, est-ce que vous avez fait un peu cette matrice avantages-inconvénients? Donc là, on l'a vu sur la partie, ben voilà, ce que enfin, pourquoi le best of breed pourrait être séduisant, on va dire, disons-le comme ça. Si on devait parler des avantages du monolithe, ça serait lesquels aujourd'hui? Alors les avantages, c'est que a priori, c'est plus reposant d'un point de vue technique IT. On a moins de questions à se poser et par contre, on va être probablement beaucoup plus tourné vers l'extérieur. Effectivement, des intégrateurs, des consultants qui vont nous aider à déployer, paramétrer les différentes briques de l'ERP. Pas forcément l'éditeur en lui-même, mais encore une fois, hein, des intégrateurs. Mais en tout cas, en termes de ressources internes, d'un point de vue purement IT, ça peut être, quand je dis plus reposant, ça veut pas dire que l'IT n'aura plus rien à faire, mais elle se concentrera peut-être sur d'autres sujets. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être l'avantage du modèle monolithique. L'avantage aussi, il peut être quand on est vraiment dans un standard, enfin quand on a des activités assez standards, assez régulées, j'imagine que ça peut être plus intéressant parce que finalement, on va peut-être trouver plus facilement dans des standards ou dans des expériences des intégrateurs les bonnes réponses. On va être peut-être capable rapidement de les retrouver, de les déployer, et peut-être qu'on aura l'agilité suffisante. Maintenant, je dirais, dans une structure plus petite, multiculturelle, avec de multiples activités, vous voyez où je veux en venir, on se doit vraiment de se poser la question, d'autant plus quand déjà, de fait, on a déjà plusieurs briques. Et du coup, je pense, quand on a et ça, et des utilisateurs, voire des métiers qui ont déjà l'habitude d'avoir plusieurs outils ou qui ont déjà une opinion là-dessus, je pense que l'avantage du best of breed, ça va être peut-être dans la conduite du changement. L'inconvénient, entre guillemets, ça va être peut-être plus de charges côté IT. Par contre, côté utilisateur, on sait tous, dans l'IT, et pour être tombé dedans quand j'étais petit, j'ai rapidement compris ça, que ce soit à titre professionnel que particulier, que voilà, je veux dire, on va pas convaincre avec des arguments techniques. C'est une question d'user experience. Donc effectivement, si l'utilisateur trouve que l'outil est plus approprié, qu'il en a l'habitude, qu'il est plus sexy, qu'il va aller plus vite dans ses opérations, quand bien même il n'est pas intégré dans l'ERP, il sera beaucoup plus simple de le faire adhérer et donc de trouver de l'efficience opérationnelle dans la brique que vous venez de raccorder, comment dire, d'intégrer, donc ce meilleur outil. Donc le modèle best of breed sera sûrement probablement plus adapté. Peut-être que c'est une taille critique sur le fait que bah, c'est vrai que si vous êtes, je sais pas moi, une société entre 100, 150 collaborateurs, voire 200, le SAP c'est reposant parce que bah, du coup, il faut avoir aussi une taille critique de la DSI qui est en capacité d'absorber cette intégration et cette mobilité d'intégration. Que peut-être qu'il y a c'est une question, mais peut-être que ça peut, voilà, il faut avoir les compétences en interne pour pouvoir le faire, qui peuvent peut-être arriver un peu plus tard, je sais pas. Alors je sais pas, moi j'ai l'impression que voilà, que le modèle monolithique en tout cas permet effectivement, si on n'a pas les compétences en interne, logiquement de les trouver en tout cas plus facilement. Après c'est une histoire de budget évidemment. Ok. Et est-ce que du coup, vous avez rencontré là dans votre questionnement des PME ou ETI qui ont fait ce passage-là, qui sont en train ou qui sont un peu plus avancés que vous dans la réflexion? Alors j'en ai déjà connu en tant que consultant dans ma toute dernière expérience, même si c'était pas forcément dans ce domaine-là. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup étaient dans un modèle en fait déjà hybride, indépendamment du choix de RP. Par exemple, une que je connais qui est dans le même domaine que nous, de toute façon, va intégrer un ERP, mais c'est un peu différent parce que là, c'était un modèle sans ERP qui va intégrer un ERP, mais qui ne couvrira pas 100% de ses activités. Donc, elle n'est pas encore forcément dans ce raisonnement-là, mais elle est déjà consciente qu'elle fera parler son ERP avec d'autres outils. Et j'en ai connu d'autres qui ont changé le RP je dirais, à un périmètre quasi équivalent et qui ont de toute façon gardé certaines briques en externe. Voilà. Après, c'est quelque chose qui est, j'ai l'impression que c'est une réflexion qui est de plus en plus présente. Nous-mêmes, au sein du groupe, puisqu'on est à ce moment charnière de se poser la question de l'ERP, l'évolution de l'ERP actuel. Donc on se penche dessus et on va démarrer un accompagnement là-dessus sur cette année. Ça c'est un projet, un de nos projets clés. Maintenant, j'ai pas à titre personnel moi beaucoup d'expérience sur, enfin je veux dire beaucoup de retours, je dirais de structures équivalentes sur cette réflexion-là. Tout simplement parce que voilà, dans mon poste précédent des DSI, voilà, ça remonte quand même à quelques années, il y a eu cette interruption. Voilà, je m'y suis pas penché tout simplement entre deux, mais ça peut être intéressant de confronter ça effectivement avec les retours de vos auditeurs et puis des autres.
Ouais, une bouteille à la mer lancée. Ceux qui ont fait qui ont déjà un peu mis en place des vrais Lego à la place d'un ERP, ça peut être intéressant. Ok. Et sur la question du coup de la gouvernance en fait de la donnée qui est posée par ce modèle-là de best of breed, hein, c'est quel outil à la donnée référentielle, etc. Est-ce que ça crée aussi une complexité supplémentaire de gouvernance qui est peut-être pas évidente? Ou qui était pas forcément là quand c'était le RP qui avait toute la vérité. Alors, je dirais encore une fois, hein, je vais pas parler d'une manière trop générale, je vais plutôt parler de ce qu'on vit nous de notre côté. En fait, comme de toute façon, enfin, je dirais nous dans notre modèle aujourd'hui, il y a quand même un ERP qui prend la plus grosse partie. La donnée de référence est assez naturellement, on va dire, dans cet ERP. Donc, on se pose pas forcément cette question-là. Par contre, si je fais référence à mon expérience précédente, en fait, on a été guidé aussi par des caractéristiques techniques des différentes briques. Par exemple, et je sais que c'est le cas dans certaines entreprises, c'est sur la facilité, en fait, la facilité d'accès à la donnée va impacter la gouvernance. Je m'explique. Si par exemple on a un ERP ou une partie d'ERP qui est quand même assez conséquente dans le système d'information et qui est assez legacy, qui est là depuis un certain temps, on peut être dans certains cas encore sur du mainframe, on peut être sur des SGBD assez anciens, etc. Moi, ce que je me suis aperçu bien souvent, c'est que la donnée, si on veut la partager, si on veut faire adhérer, faire comprendre où sont les référentiels, on a besoin aussi de donner de la visibilité dessus. Et en fait, du coup, si on n'est pas assez mature en termes de business intelligence pour donner cette vision-là, amener de la visibilité sur les données, on va avoir tendance à vouloir déporter, je pense, je dirais le cœur des données, les référentiels, vers un environnement plus ouvert. Et donc, dans certains cas, si c'est pas le cas dans l'ERP, on va ramener ça dans une base Oracle, SQL Server, MySQL, j'en sais rien, ou des choses qui vont être un petit peu plus accessibles. Alors que si on a donné la bonne visibilité, on va peut-être concentrer. Enfin voilà, j'ai pas la prétention d'être très pertinent de ce côté-là parce que chaque situation est différente. C'est plutôt une vision un peu pragmatique de ce que j'ai pu observer. Voilà. En tout cas, Ok, très clair. Est-ce que vous pensez qu'il y a des intégrateurs aujourd'hui ou des sociétés qui se spécialisent ou qui sont en train de se spécialiser dans l'accompagnement d'entreprise et l'accompagnement sur l'intégration, sur le best of breed ou pas encore, ou c'est pas encore. il y en a il y en a. J'en vois pas beaucoup. J'en vois pas beaucoup. Bon, là, j'en ai déjà consulté une qui a déjà travaillé dans des contextes similaires. J'en ai entendu parler d'une autre. Pour autant, en fait, c'est difficile de le voir parce qu'on est beaucoup sollicité par des sociétés qui gravitent autour de solutions ou alors de types de solutions. Par exemple, il y a des gens qui vont être spécialisés effectivement dans Dynamics AX, d'autres dans SAP, etc. Ou alors qui vont vous proposer de comparer un ERP avec un autre. En revanche, le modèle Best of Breed, j'ai trouvé ça effectivement, il y a quelques grandes sociétés qui s'y intéressent. C'est plutôt des petites structures, j'ai l'impression. Et moi, mon sentiment, c'est que c'est plutôt en train de poindre. Mais j'ai pas de vue pertinente sur leur maturité, je dirais, d'une manière statistique globale. Ok. Et aujourd'hui, sur les grands modules donc de remplacement ou d'un ERP ou autre, c'est quoi les grands modules ou les grandes solutions qui composeraient ce Lego? Vous voulez dire les grandes solutions, les grands éditeurs de RP, vous voulez dire? Ou pas forcément de nom d'éditeur ou autre, mais par exemple, c'est voilà, il y a la solution donc des gestions des fournisseurs, gestion des stocks. Il y a, c'est parce que souvent, en fait, ça va correspondre à des solutions SaaS que vous allez chercher ou qui sont déjà trouvées par les métiers, bien sûr. Mais genre, je me rends pas compte du nombre de. Ouais, ce que vous voulez dire, c'est quelles sont aujourd'hui les grosses briques, les gros Lego en général qu'on va chercher à assembler. Effectivement, il y a bien souvent la partie finance, ou en tout cas à minima comptabilité, qui représente une brique, voire avec la finance, parce que des fois on trouve le domaine financier, on va le trouver des fois splitté entre la partie comptabilité et puis des fonctions un petit peu plus sur de la consolidation financière, sur de la modélisation, des choses comme ça, ou des fois ça peut être rassemblé. Moi je dirais sur la partie production, ça va être une partie importante, mais qui est très très loin d'être homogène, parce qu'on va avoir des briques dédiées à la production, mais qui vont être très différentes, qu'on soit dans le domaine du manufacturing, je dirais du textile. On va en avoir d'autres qui vont être beaucoup plus spécialisés dans le retail, ce que j'ai pu connaître avant.
Donc effectivement, on va avoir des grosses briques autour de la production, mais très différentes, et qui souvent vont inclure aussi la partie supply. Et après, je dirais la relation client. Là, on voit énormément de nouveautés dans le cloud. Donc la partie CRM, il y a des grands spécialistes. Voilà, je ne vais pas citer de nom parce que le but c'est pas de faire de la publicité, mais je trouve qu'il y a énormément de choses nouvelles de ce côté-là, beaucoup de solutions. Et puis on a aussi ce que je vois poindre en termes de solutions indépendantes, c'est des choses qui sont nouvelles, qui n'existaient peut-être pas il y a quelques années. Je vais juste vous donner un exemple. Quand on est dans le secteur industriel, mais sûrement pas que, on est confronté, enfin, on va se retrouver challengé par tout ce qui est réglementation, conformité, etc. Je dirais jusqu'alors, pour moi, il y a même 5 ans en arrière, je connaissais pas vraiment de solution qui permettait d'adresser ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, vous avez des solutions en mode SaaS qui se sont développées qui vous disent, bah, donnez-moi la liste de vos matériaux, de vos fournisseurs, je vais vous dire si oui, ils sont conformes en termes de production, sur les pays, sur l'emploi des enfants, sur le respect des normes environnementales pour les matériaux, etc. Voilà des exemples de solutions qui n'existaient pas, qui commencent à poindre. En fait, je dirais les grosses briques n'ont pas tellement bougé, mais toutes celles qui sont orientées utilisateurs deviennent de plus en plus innovantes. Et puis, il y a tous les nouveaux besoins qui apparaissent effectivement sous forme de briques indépendantes. C'est super intéressant. Donc en fait, il y a les grands modules cœur, ben voilà, ils sont toujours là ou autre, mais on voit de plus en plus autour de ces modules sur des verticaux très précis qui peuvent être très painful pour les métiers ou autres, des solutions hyper pertinentes. Et c'est celles-là qui ont été prises par les métiers en complément des modules de l'ERP classique. Alors, typiquement, oui. Et puis, il y en a d'autres qui se transforment. Ça, c'est la dernière catégorie. Je vous prends un exemple, tout ce qui va être purchase to pay ou la dématérialisation des flux pour la facturation. À une époque, on avait des produits spécifiques pour ça et qui étaient rarement dans le RP. Par exemple, donnez-nous votre flux de facturation, on va faire des dématérialisations, reconnaissance, océrisation, etc. Et puis elles se sont dit, bah tiens, je vais faire ça, plus de l'EDI, plus de l'EDI. Et puis on s'aperçoit que l'EDI couvrant de plus en plus de besoins, bah, vous avez finalement, ils se sont scindés. Vous avez des solutions qui font purement de l'EDI, d'autres purement de la numérisation, ou qui se sont beaucoup spécialisées. Et puis des fois des choses qui se sont intégrées dans les ERP. Typiquement, des choses étaient peut-être moins intégrées dans les ERP sur les flux EDI, elles le sont beaucoup plus maintenant. Ou à la limite, ou à l'inverse, c'est-à-dire que toute la partie EDI est partie dans le cloud. C'est-à-dire que vous avez des plateformes spécialisées qui vont vous proposer de faire tous vos échanges avec vos fournisseurs, vos clients. Et donc vous sortez complètement ça de l'ERP et puis des outils de dématérialisation, par exemple. Ça, c'est une brique qui s'est transformée et recréée dans le cloud, par exemple. Et là, vous vous dites, bah voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'intéresse à ça? Est-ce que je continue à faire dans l'ERP? Est-ce que vous voyez, c'est des questions qui n'existaient peut-être pas il y a si longtemps que ça. Et en fait, au final, imaginons que vous ayez réussi à mettre une structure qui permet de synchroniser les données, qui soit clean, etc. En fait, au final, le choix final, en dehors de la sécurité du coup, c'est l'utilisateur final qui préfère ou pas cette interface. On n'y arrive pas, bien sûr, parce que c'est complexe, il y a plein de trucs, mais c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les solutions les plus performantes qui sont les plus rapides, etc., seront choisies si elles sont bien intégrées à la solution complète, à la stack complète de l'entreprise. Non, mais je dirais que c'est un peu une composante de ça. C'est-à-dire que des fois, il y a du choix, il y a un pragmatisme, et puis des fois, il y a l'acceptation que de fait, par exemple, c'est une question de relation de force, je dirais. Et ça, c'est peut-être un peu, bon, je vais pas dire que c'est nouveau, mais si vous travaillez avec des gros partenaires, des gros clients qui utilisent déjà une solution et qui représentent une partie importante de votre activité, indépendamment de l'efficience de la solution et de l'appropriation, bah, vous allez peut-être vous pencher sur le fait de dire, voilà, je vais l'interconnecter. Donc, on en revient du coup à une vision pragmatique, vous voyez. Ok, non mais bien sûr. Et donc du coup, aujourd'hui, donc vous allez être au début de la réflexion, vous allez ouvrir ben voilà tous ces dossiers-là. Si on se revoit dans un an, vous avez fait les études, etc. Il va y avoir une question de quand même de gros sous. Et à date aujourd'hui, on ne sait pas du tout si il y a le modèle Best of Breed a du coup un ratio parce que ça sera jamais du 100% ou autre. Enfin, Oui, je vois où vous voulez en venir, de comparer en fait de manière économique. et à un moment donné, ça va être la grande question au comité de direction, c'est-à-dire on change de choses et du coup le changement implique un surcoût d'une manière ou d'une autre à un moment donné qui peut être amorti sur un temps long, ok,
Et donc, du coup, on va arriver sur un surcoût à date T0 avec une promesse d'adaptabilité, etc. Et donc, du coup, quels seront les indicateurs clés? Ah, alors là, c'est un gros sujet, il est très intéressant et il se doit lui aussi d'être vu d'une manière pragmatique. C'est-à-dire, en fait, de toute façon, tout changement engendre un coût et des impacts. Effectivement, il y a une question de ROI, au bout de combien de temps, effectivement, on l'amortit. Maintenant, ce qu'on compare rarement dans ces cas-là, c'est l'impact à long terme sur les processus et les coûts de fabrication. Et puis même l'appropriation par les utilisateurs. Et c'est-à-dire que bien souvent dans les QIT, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire je fais évoluer mon RP, je le change, je prends la proposition que m'a fait l'éditeur, ou pour upgrader, ou le nouvel éditeur qui me propose de passer à telle solution, etc. Il va vous dire pour atteindre cet objectif, il va y avoir tant de coûts d'accompagnement, tant de coûts d'intégration, tant de coûts de licence, tant de récurrents, le one shot, le récurrent, etc. Ok, mais on parle d'un outil qui est au cœur de la production d'une entreprise, de son fonctionnement. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire à mes directions, l'informatique n'est pas, l'IT n'est pas une finalité en soi. C'est un outil au service de l'entreprise et qui l'aide à se développer, voire même qui lui permet d'anticiper les changements. Et ce qu'on oublie souvent, c'est ce coût du changement, c'est-à-dire que du changement d'un point de vue humain. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à chiffrer. Et si on veut comparer des choses comparables, bah, c'est entre le modèle monolithique et best of breed, ça va dépendre, comme je vous disais tout à l'heure, si on choisit les bonnes solutions pour un domaine en particulier, un métier, si lui, il va se mettre dedans en quelques semaines parce que c'est l'outil qu'il a l'habitude d'utiliser ou qu'il va y passer 2 fois moins de temps dans des saisies, dans des consultations, etc., bah, même si le modèle, a priori, peut-être, je dis bien peut-être, est un peu plus cher, si on avait changé carrément de RP, il y aurait peut-être 100% des utilisateurs qui devraient avoir des formations, qui devraient passer du temps, et avant de retrouver l'efficacité qu'ils avaient avant sur l'outil. Donc ça va m'engendrer peut-être des surcoûts, vous voyez, de production. Donc c'est une réflexion globale. Je dirais c'est une comparaison qui doit intégrer tout ça, donc qui doit être totalement partagé par les métiers et par les ressources humaines. Donc c'est un sujet complexe que je vais essayer d'aborder, effectivement. C'est pas évident parce que du coup, au final du final, si on enlève le coût financier qui va être, voilà, à un moment donné, ça va te dire, est-ce que le coût de l'agilité ou la non-agilité sur le long terme vaut ça? Et ça, c'est pas évident. Peut-être que, ben voilà, quand on est précurseur, on est précurseur. Dans 10 ans, si plein de gens ont fait ce choix-là et qu'il y a des retours d'expérience, on pourra comparer. Et donc, du coup, on va dire, ben, heureusement qu'on a fait ça parce qu'on a pu, heureusement, si on n'avait pas fait ce choix-là, on aurait eu ces problèmes-là. Mais quand au tout début on manque de retour d'expérience des autres, de typologie, c'est pas évident de convaincre là-dessus. Il y aura aussi, j'imagine, une part de conviction des membres du CODIR sur est-ce que l'agilité vaut ça. Ouais. Après, je vous dis, c'est toujours plus facile de réfléchir à ce modèle-là quand on fait déjà le constat que de fait, on n'a déjà pas tout au même endroit. Donc, voilà, on raisonne déjà, on est déjà en partie dans ce modèle-là. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, hein. Je veux dire, on en est au début de la réflexion, mais voilà, on a déjà ces sujets en tête. Je veux dire, on a déjà ces sujets en tête de dire, voilà, suivant ce qu'on bouge, il y aura un impact sur le changement côté utilisateur de toute façon, et donc on essaiera de tenir compte de ça, essayer de le mesurer aussi, quoi. Ouais, non, mais bien sûr, c'est super intéressant aussi. De coup, ça peut être intéressant d'avoir, si c'est possible, un travail sur combien ça nous a coûté dans les 5 dernières années la non-agilité. Oui, c'est vrai, c'est intéressant ce que vous dites, hein. Ça, je l'ai pas forcément. Enfin, encore une fois, on est au début de la démarche, mais l'idée étant pas de toute façon de dire, bah oui, si on l'avait fait avant ou pas. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'essayer de se poser ces questions-là aussi, quoi. Parce que souvent les métiers viennent voir en cherchant à créer des projets avec l'IT, en parlant d'un futur gain. On veut réduire tel temps, on a des clients, il y a ce processus-là. Et en fait, il y a aussi une question de contrainte de l'IT de répondre à ses besoins dans les temps par rapport à l'accès à ces données. Donc, tous les projets qui n'ont pas pu être faits, pas faits dans les temps et qui auraient apporté un certain gain, sont des preuves de la nécessité d'une agilité plus importante. Alors bien sûr, la solution d'un Lego, etc., répondrait pas à tout, parce qu'il y a d'autres problèmes, manque de ressources, etc. Mais ça fait quand même une grosse partie de la problématique. Oui, et puis ce qu'on n'a pas parlé aussi, c'est l'aspect sécurité, résilience. Vous avez un ERP monolithique qui tombe, il n'y a plus rien qui se passe. Voilà. Vous avez aussi, mais d'un autre côté, il est peut-être probablement plus sécurisé, plus résilient. Mais d'un autre côté, vous avez plusieurs briques
il est peu probable que toutes tombent en même temps. Maintenant, est-ce que c'est intéressant de pouvoir continuer à faire de la production si on peut pas facturer? Oui ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est pareil. C'est bien d'avoir le choix. C'est bien d'avoir le choix au moment où ça se passe, de savoir ce qu'on veut faire. Ça peut aider. Ok, non, super intéressant. C'est super intéressant. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont vous écouter, qui peuvent se poser les bonnes questions, etc. par rapport à ça. Et toutes les personnes qui se posent à ça, si vous le souhaitez, ben voilà, dans l'épisode, marquez-le, contactez-nous, contactez Serge, contactez-moi, et on va essayer de créer un groupe de discussion entre DSI et industriels sur la question du Lego et de la difficulté ou des enjeux là, autour de ça. Parce que je pense que ça peut intéresser pas mal d'entre vous. Du coup, je trouve super intéressant qu'on soit au début de la réflexion et donc du coup aussi où en se disant quelles sont toutes les questions qu'il faut se poser, la recherche de partenaires aussi, de compétences, ça peut être intéressant. Et vu que Serge se pose pas mal de questions là-dessus, j'imagine qu'il a pas mal de talent aussi en cours de recrutement, comme donc n'hésitez pas aussi à le contacter. Il y a pas mal de sujets qui sont sur la table. Est-ce que Serge, il y a d'autres éléments dont vous pensez qu'il serait intéressant qu'on parle par rapport à cette question-là ou Non, moi j'ai l'impression qu'on a mis sur la table effectivement les différentes questions. Bien souvent on parle de risques et d'opportunités. Je pense qu'on les a évoqués. On a parlé d'agilité aussi. Je crois que c'est le cœur du sujet. C'est aussi le cœur de. Voilà, si j'en reviens au groupe CMR, c'est aussi au cœur du sujet et c'est pour ça que c'est un sujet qui va être, je pense, assez facile de partager avec les opérationnels parce que ça répond complètement, je dirais, à nos activités, à la diversité, je dirais, voilà, de nos projets, de nos clients, de nos manières de produire, même si on est dans un secteur industriel. Et c'est ce qui fait aussi l'intérêt pour les équipes avec lesquelles je travaille. Bon, mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Comme toujours, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, à le partager à vos collègues, chefs de projet IT, DSI. Ça nous aide toujours à trouver de nouveaux et des DSI toujours plus intéressants. Et écoutez, ciao.